cuisinier chez les Cavendish sentait le pain brûlé et le vin aigre. Une cheminée trop grande avalait des bûches entières et les recrachait en braises inquiètes qui dansaient sur les tapis persans. Les murs, capitonnés d'un velours vert délavé, absorbaient les conversations en une rumeur sourde et cotonneuse. Par la baie vitrée, on voyait un cyprès agité par le Mistral qui semblait battre la mesure d'un tempo invisible, comme un métronome fou planté dans la terre. Les convives étaient des échassiers à bijoux, des papillons nocturnes au rire trop aigu qui tournaient autour des buffets chargés de gelées tremblantes et de pièces montées en équilibre précaire. C'est alors qu'il apparut, Thomas Hobbes, tel un corbeau posé parmi les ponts. Il était assis sur un fauteuil à haut dossier, si droit qu'on eût dit qu'il en faisait partie, les mains jointes sur sa canne de jet. Ses yeux, couleur de slate humide, fixaient le voyageur sans ciller. Autour d'eux, un lord édenté parlait à une orchidée en pot. Et une femme en turban essayait de faire boire du champagne à son lézard empaillé. Sans souverain absolu, Commença Hobbes, d'une voix qui fendait le brouillard des rires. ce n'est pas un dîner, c'est la curie. Votre démocratie n'est qu'une trêve précaire entre deux bagarres de service, une illusion parfumée qui précède l'odeur du sang. Le voyageur prit une olive, la fit rouler dans sa paume, luisante et verte comme un petit monde. Tu parles avec la certitude de celui qui a toujours dîné à la table du pouvoir, mon cher Thomas. Mais dis-moi ces belles certitudes, où les as-tu pêchées ? Dans les bouquins poussiéreux de tes mentors, dans les fables que se racontent les puissants pour justifier leurs chaises. Comment veux-tu que je discute avec un homme qui croit penser alors qu'il ne fait que recracher la soupe trop cuite qu'on lui a servie ? Hobbes ne sourcilla pas. Le lézard empaillé tomba de la table avec un bruit sec. Vous m'accusez de préjugés. Je suis parti d'une observation simple, monsieur. Regardez les hommes quand la dernière lampe s'éteint. Ils se volent la dernière miette, se poignardent pour un regard de travers, s'étouffent pour un soupçon. Votre marché, votre doux commerce, il n'existe que si une main plus forte garantit que le vendeur ne vendra pas du sable pour du sucre et que l'acheteur ne paiera pas en cailloux. Sans cela, toute poignée de main cache un coup de couteau. Le voyageur sourit, croqua l'olive, le noyau atterrit dans un cendrier en forme de cœur. Quel manque d'humilité pour un homme qui se prétend lucide. Tu crois qu'un seul crâne, si vaste soit-il, pourrait contenir les faim, les rêves, les douleurs de millions d'autres. Tu fabriques un monstre à ton image et tu l'appelles peuple. C'est de la ventriloquie politique. Ton Léviathan, c'est un fantôme qui se gave de peur. Il ne régule rien, il terrorise. Et la terreur, ça finit toujours par se retourner contre le terroriste. Les tyrans meurent étouffés dans leur propre excès, comme des gourmands qui avaleraient leur fourchette. Un serveur passa, portant un plat d'argent où nageait un poisson aux yeux de verre. Hobbes suivit des yeux son reflet déformé sur le métal.
Vous parlez d'humilité, moi, je parle de survie. La peur du souverain est un moindre mal que la peur de son voisin. La première vous laisse dormir, la seconde vous force à dormir avec un couteau sous l'oreiller. Votre démocratie horizontale, douce et bavarde, que fait-elle face à deux hommes qui veulent la même femme, la même terre, le même titre? Elle vote, et s'ils refusent le résultat du vote, elle discute. Et s'ils refusent de discuter, Le voyageur se leva, alla à la baie vitrée. Le cyprès se débattait toujours. Tu réduis tout à la force parce que c'est la seule langue que comprennent ceux qui ont toujours tenu le bâton. Tu vois des loups partout, mais le loup, justement, vit en meute. Il partage, il protège les siens. L'homme a survécu aux glaciaires, aux bêtes géantes, aux pestes, non pas en obéissant à un chef unique, mais en tissant des liens, en inventant des coutumes, en transmettant des savoirs. La démocratie, ce n'est pas un système inventé, c'est une lente découverte, comme le feu. C'est la conscience que le bien commun émerge du dialogue des consciences, pas du décret d'un seul. Ton monarque éclairé, il n'est éclairé que par les flammes qu'il allume sous les pieds des dissidents. Un éclat de rire fusilla d'une table voisine. Une dame venait de mettre sa perruque dans la fondue. Hobbes serra sa canne. Ses jointures blanchirent. vous décrivez un conte pour enfants. Les sociétés sans épée centrale ont connu la vendetta éternelle, le droit du plus fort déguisé en coutume, l'esclavage, le sacrifice. C'est cette sagesse que vous vantez. La corruption d'un seul est préférable à la boucherie de tous. Un tyran peut tomber. Dans la guerre de tous contre tous, il n'y a plus personne pour ramasser les corps. Le voyageur se retourna, son visage éclairé par les pulsations bleutées de l'orage qui venait. Prenons le Christ, puisque tu aimes tant le citer. Si tu as un litige, va vers ton frère. Il ne dit pas « va le dénoncer au centurion ». Il fait confiance à la conscience, à ce petit dialogue intérieur qui précède les grands jugements. Son royaume n'est pas de ce monde. Justement parce qu'il rejette vos royaumes de force et de peur, ton interprétation de rendez à César est celle d'un courtisan qui a peur. Jésus était entouré de soldats. Sa marge de manœuvre était celle d'un homme qui marche déjà vers sa croix. Il a choisi de semer une graine, pas de brandir un sceptre. Hobbes baissa les yeux. Son souffle était plus lent. Vous faites de la théologie un projet politique. C'est dangereux. Le pardon est une vertu pour les saints, pas pour les législateurs. Un juge qui ne juge pas est un bourreau qui s'ignore. Alors, dites-le-moi une dernière fois, sans métaphore, dans votre cité idéale, que faites-vous du meurtrier qui rit, du violeur qui se moque de l'envahisseur aux portes? Vous lui tendez l'autre joue, et pendant ce temps, que font ses victimes? Le voyageur marcha jusqu'à la table, prit une poire dans une corbeille d'argent. Elle était parfaite, dorée, à peine tachée de roux. Je ne parle pas de naïveté. Je parle de justice qui grandit par le bas, comme les racines de cet arbre fou dehors. La démocratie, la vraie, ce n'est pas l'absence de règles, c'est la transparence qui empêche les complots de mûrir dans l'ombre. C'est l'éducation qui apprend à régler un conflit avant qu'il ne pourrisse.
C'est la conscience, cette petite lueur que tu méprises, qui peut, multipliée par des millions, éclairer plus sûrement qu'un seul phare despotique. Le tyran finit toujours par croire qu'il est le phare, et non pas le gardien. Il finit par brûler les navires au lieu de les guider. Ton Léviathan, Thomas, c'est une statue d'argile qu'on adore par peur du déluge. Mais le déluge, c'est justement lui qui le provoque. Quand la digue de la peur cède, Hobbes ne toucha pas aux fruits. Il regarda longuement le voyageur, puis la tempête qui commençait à griffer les vitres. Ses épaules, si droites, s'affaissèrent d'un quart de pouce. Je maintiens que sans épée commune, c'est le chaos, dit-il, mais sa voix avait perdu son tranchant d'acier. Vous m'avez forcé à admettre une chose. Mon système est né dans le sang et la terreur des guerres civiles. Peut-être est-il le fruit d'une peur trop grande. Peut-être avez-vous raison sur la conscience, mais je ne vois pas comment la faire tenir dans un édifice politique, pas encore. Il se leva, prit sa canne, s'inclina très légèrement. Je me retire, pas convaincu, mais ébranlé. Le voyageur hocha la tête, sans triomphe. Il tourna les talons et marcha vers les jardins, laissant derrière lui le bruit des rires qui reprenaient, le cliquetis des couverts, la chaleur fausse du feu. La pluie commençait à tomber, frappant les feuilles en un murmure immense. Il ouvrit la porte-fenêtre et s'enfonça dans la nuit mouillée, sans un regard en arrière, disparaissant dans les remous du vent et des branches agitées, comme une ombre avalée par le rythme même du monde.